Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans Territoire d'Info, une émission de Public Sénat, de Sud Radio et de TV5 Monde avec les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine. Lundi, le député PS de l'Ardèche et porte-parole de Manuel Valls, Olivier Dussopt, était notre invité sur ce plateau et il a assuré que rien n'est écrit pour le deuxième tour et que les propositions étaient irréalistes en ce qui concernait Benoît Hamon. Nous avons des divergences avec Benoît Hamon. Ça n'empêche ni le respect. Elle va se jouer sur quoi la semaine campagne ? La divergence, ça n'empêche ni le respect, ni même l'amitié. Nous nous connaissons tous depuis suffisamment longtemps. Pardon de vous interrompre. Vous parlez de respect et d'amitié. Enfin, quand même, hier soir, Manuel Valls, je le cite, dit qu'avec Benoît Hamon vainqueur, ce serait la défaite assurée à la présidentielle. Et comment peut-on rassembler Nous avons des divergences avec ces propos ? Nous avons des divergences de fond, et notamment sur le revenu universel. Nous ne considérons pas comme normal d'envisager de verser la même somme. Et mais comment peut-on dire que d'un côté, c'est la défaite assurée, de l'autre côté, il y a une victoire possible? Sur quels critères? Parce que d'abord, il faut aller au bout des débats de fond. Je le dis, on ne considère pas normal de verser la même chose à quelqu'un qui gagne le SMIC ou à quelqu'un qui paye les SF. Et nous ne considérons pas comme normal d'envisager le versement d'une allocation sans qu'il y ait aucune contrepartie ni aucune condition. La meilleure façon pour nous de l'emporter, c'est de rassembler autour des propositions de Manuel Valls. Donc nous travaillons à cela. Aujourd'hui, les primaires ont donné des résultats qui ont surpris à chaque fois. Que ce soit la primaire des Verts, que ce soit la primaire de la droite, et c'est aussi le cas de la primaire pour le premier tour organisée par la Belle Alliance Populaire. Ça signifie que rien n'est écrit, que le deuxième tour n'est pas joué, c'est une nouvelle campagne qui commence. On parlait de cette gauche, de ces gauches irréconciliables. Manuel Valls avait dit, je me rappelle aussi, la gauche peut mourir. Hier, Valls disait en quelque sorte, c'est moi ou le chaos. Est-ce qu'on est toujours sur cette même ligne? Est-ce que la gauche peut mourir? Par un certain nombre de propositions que nous portons et par les divergences qu'il y a entre le projet de Manuel Valls et celui porté par Benoît Hamon, une forme de gauche peut être mise en danger. Manuel Valls incarne la social-démocratie, la gauche du gouvernement, et veille systématiquement à ce que ces propositions soient les plus réalistes et les plus finançables possibles. Nous ne voulons pas, et il ne veut pas, être désigné à la primaire et devoir, comme l'a fait François Fillon, mettre une partie de son projet sous le tapis sitôt la primaire passée parce qu'il serait inapplicable. C'est un des risques aujourd'hui que nous courons. Si Benoît Hamon l'emporte dimanche prochain, ça sera la gauche du PS qui l'emportera. Il y aura tout un espace disponible pour un certain Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a beaucoup de socialistes, sociaux-libéraux qui, à votre avis, pourraient faire le choix de quitter le navire et d'aller sur celui de Macron? La règle de la primaire, c'est de soutenir celui qui gagne. Ça nécessitera des discussions, des débats. Vous êtes certain qu'en cas de défaite de Manuel Valls, il soutiendra Benoît Hamon? Sur le fond, pour reprendre la question de Christophe, honnêtement, est-ce que sur le fond des choses, sur la ligne politique, est-ce que Manuel Valls, en cas de défaite, n'est pas plus proche des idées d'Emmanuel Macron que de Benoît Hamon? Manuel Valls fait campagne pour l'emporter, mais votre question vient en écho à un certain nombre d'interrogations, non pas des interrogations qu'il porte lui, mais des interrogations portées par un certain nombre de cadres, un certain nombre de parlementaires qui s'interrogent sur leur capacité personnelle à porter un certain nombre de propositions. Nous n'en sommes pas là. Quelle est la mesure phare du programme de Manuel Valls qui pourrait emballer les foules? Enfin, pardon de caricaturer un peu les choses. Je pense que c'est là tout le défaut de la primaire. C'est de chercher une mesure phare pour emballer les foules, pour reprendre votre expression. Alors que l'objectif, c'est d'aller à la présidentielle avec un programme cohérent. Un programme sur le pouvoir d'achat, c'est la question de la défiscalisation des heures supplémentaires. Un programme sur l'amélioration des protections sociales, c'est la proposition de revenus décents en fonction des revenus et en fonction aussi des contreparties. Manuel Valls en a quand même rajouté une couche encore hier sur la laïcité, l'identité, etc. Or, on voit que ceux qui ont voté pour Hamon ou ceux qui ont voté pour Montebourg étaient plus sur des questions sociales, sur des questions liées à l'écologie. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il arrête sans arrêt de mettre en avant la laïcité, l'identité pour la suite de la campagne là? Mais depuis quand être de gauche interdirait de parler de ces débats-là? Est-ce que vous attendez un signe de la part du président de la République, François Hollande? Qui était dans le désert chilien. Est-ce que François Hollande doit aider Manuel Valls? Je me garderais bien de me prononcer à la place du président. Est-ce que vous le souhaitez? Je pense que s'il le fait, c'est bienvenu. C'est à lui de le faire. Il est président de la République et il serait aussi, et en même temps, tout à fait logique et légitime qu'il se tienne à l'écart d'une primaire interne. C'est à lui de le décider. Si Manuel Valls se perd, le renoncement de François Hollande, il aura servi à quoi finalement? Je pense que François Hollande a pris une décision de conscience. Après un quinquennat qui a été difficile. Et j'espère que l'histoire saura lui rendre justice. Parce que beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup de choses et beaucoup de progrès ont été actés. Malheureusement,
un certain nombre d'engagements n'ont pas été tenus, non pas qu'il n'ait pas mis les moyens pour le faire, je pense notamment à la question de l'emploi, mais tout ça l'a amené dans une situation où il était président, Emmanuel Valls était Premier ministre. Oui, ils sont deux à ne pas avoir tenu les engagements. Et vous noterez que les principaux concurrents de Manuel Valls dans cette primaire ont tous été ministres. Mardi, le député LR des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, qui était notre invité, a raillé les couacs autour de la participation à la primaire de la gauche, rappelant que la primaire de la droite, elle, s'est passée de façon remarquable. Ce sont ces deux gauches qui vont s'affronter avec ce spectacle qui ne peut manquer de soulever une forme d'ironie quand même, où la participation depuis dimanche soir n'a cessé de diminuer. On est parti à presque 2 millions de votants selon M. Thomas Clé, et puis on arrive aujourd'hui péniblement à 1 500 000, je crois, peut-être un peu plus. Éric, et ça a même diminué dans la journée d'hier. Vous pensez qu'il y a un micmac sur la participation de ce scrutin, que les chiffres ont été gonflés ? J'ai l'impression que les socialistes démontrent qu'ils sont aussi performants pour organiser des primaires que pour gérer les comptes publics. Si on regarde à la fois les primaires de la gauche et les primaires de la droite, est-ce qu'il n'y a pas un peu une perversion finalement, où on voit que celui qui gagne a été obligé de faire une campagne, je dirais, sur le noyau dur de chacun des camps, et donc c'est très compliqué ensuite, je dirais, de se recentrer un peu. Ça a fait du mal à Alain Juppé, visiblement ça fait du mal à Manuel Valls. Est-ce que c'est pas un peu compliqué cette affaire de primaire finalement ? Je ne sais pas. La primaire de la droite s'est passée de façon remarquable. En termes d'organisation d'abord, en termes de participation surtout, et puis le résultat est clair, il est sans ambiguïté. Je n'ai pas l'impression que François Fillon ait fait une campagne sur un noyau dur, comme vous le dites. Non, je crois que notre primaire, oui, elle a donné au contraire une force très importante à François Fillon, qui a été le candidat qui a obtenu les 2/3 des suffrages au second tour. Mais je parlais plutôt du fond et de la ligne politique, avec ce qu'on avait pu constater, notamment sur l'assurance maladie, etc. Et on voit là que, de la même façon, Manuel Valls... Non, moi je vois vraiment des différences notables entre ces deux primaires. D'un côté, on voit bien que rien n'est réconciliable, pour reprendre ce mot. Comment dimanche soir, M. Valls et M. Hamon, quel que soit le résultat, vont s'accorder. Mais comment François Fillon voit-il les choses en plus, puisque nous, toute la famille, je veux le souligner, est rassemblée. Ce n'est pas le cas de la gauche, parce que en dehors de la primaire, n'oublions pas qu'il y a M. Mélenchon, n'oublions pas qu'il y a M. Macron, et que si M. Hamon, ce qui semble se dessiner selon les chiffres du premier tour, est élu, celui qui va porter réellement le bilan du quinquennat, ça sera M. Macron. M. Hamon, il faut lui reconnaître cette vérité, cette sincérité, s'est toujours opposé à la politique Hollande-Valls. Macron en a été un des acteurs, même un des inspirateurs. Donc vous ciblez votre adversaire prioritaire. Le porteur du bilan, l'héritier, le fils légitime de M. Hollande, ça sera M. Macron. On voit donc déjà l'argument de campagne que vous allez... c'est pas un argument vis-à-vis d'Emmanuel Macron, ça signifie pour vous que c'est l'adversaire le plus solide, le plus sérieux. Ça vous inquiète ? On a besoin de vérité dans cette campagne. Macron, c'est question de Gilles Leclerc. Il vous inquiète ? L'illusion, non, il ne m'inquiète pas, parce que je suis persuadé que l'illusion va se dissiper. François Fillon a dit hier à Berlin, si je suis élu, je négocierai de fond en comble la directive sur les travailleurs et détachés. Bien sûr. Alors de quelle façon, quand vous nous parlez d'un langage de vérité, de quelle façon, avec quel levier ? C'est compliqué quand même, parce qu'il n'y a pas d'harmonisation fiscale sur cette question-là en Europe. Cette question aujourd'hui est un scandale. On voit des travailleurs venus des pays de l'Est de l'Europe, quelquefois des pays hors d'Europe, puisqu'il y a des entreprises qui les salarient, venir faire de la concurrence à nos artisans, nos petites entreprises sur le territoire national. Maintenant, tous les chantiers de travaux publics, il y en a dans mon département, sont réalisés par ces travailleurs détachés et par des entreprises qui font appel à ces travailleurs détachés. Il faut aujourd'hui mettre un terme à ce dumping social où ces salariés, quelque part, sont exploités. Mais de quelle façon ? Ils font de la concurrence. Le gouvernement de François Hollande a essayé, et c'est pas suffisant, c'est pas probant. Le gouvernement de François Hollande n'a fait preuve d'aucune volonté, parce qu'il n'avait aucune crédibilité. La réalité, elle est là. Si nous avons une France forte dans une Europe reconstruite, nous aurons la capacité à modifier cette directive ou à la supprimer. Il faut très clairement aujourd'hui que la France dise qu'elle veut que cette directive soit complètement changée.
Le député maire de Drancy et président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, qui était notre invité sur ce plateau mercredi, a réagi à la polémique autour des soupçons d'emploi fictif de l'épouse de François Fillon. C'est une pratique assez commune dans une campagne présidentielle quand un candidat cherche à accéder à la fonction suprême de président de la République. Les boules puantes, entre guillemets, fleurissent. Il y a quelques mois, je crois me souvenir qu'Emmanuel Macron, c'était ses amis qui lui cherchaient des problèmes sur la fiscalité ou ses déclarations fiscales. Enfin, personne ne l'a vu travailler. Mais, monsieur, ni dans la Sarthe, ni à l'Assemblée. Donc il y a un soupçon d'emploi fictif. Vous interrogerez, j'en suis sûr, Pénélope Fillon et François Fillon. Pour vous, est-ce que c'est moralement répréhensible pour vous ? Et je ne doute pas d'abord de la moralité ou de l'honnêteté de M. Fillon ou de ce couple. Première chose. Et donc s'il y a des explications à apporter, c'est une information qui sort entre guillemets depuis hier soir, je ne doute pas non plus qu'ils les apporteront. Ça fait partie des boules puantes habituelles et qui à chaque fois servent d'ailleurs à éloigner les Français des débats qui sont les nôtres. Là ça nous préoccupe un peu parce que c'est de l'argent public, Jean-Christophe Lagarde. C'est votre argent et c'est le mien. Si elle a travaillé, elle est payée, c'est exactement la même chose que par exemple la femme de Claude Barthelone qui est sa collaboratrice et c'est normal, elle travaille et je ne vois pas pourquoi on passerait 3/4 d'heure ou 3 jours, parce que dans 3 jours vous l'aurez oublié, sur un sujet qui en réalité... Non mais on ne va pas passer 3 jours. Un sujet la question elle est, ne faut-il pas interdire aux proches des parlementaires de travailler pour eux une fois pour toutes, et comme ça le problème il est réglé. Il n'y aura plus jamais ce genre de problème. Non, je trouve ça assez stupide comme raisonnement pour une raison simple, c'est que s'il faut qu'un parlementaire pour travailler le fasse avec des gens les plus éloignés de lui, chacun s'organise. Je crois savoir, je ne le connais pas particulièrement, qu'elle a des diplômes, qu'elle sait faire un certain nombre de choses. S'il a jugé que c'était comme ça qu'il devait s'organiser, il apportera les explications. Et puis, comment dirais-je, malheureusement, entre guillemets, ça fait partie, je le répète, de ces étapes des campagnes présidentielles qui sont en général assez rapidement passées au fil de l'actualité, on passe à autre chose. Les chiffres du chômage, est-ce qu'ils ont été donc donnés hier soir avec une hausse pour le mois de décembre, mais est-ce que vous vous félicitez plutôt de la baisse de 3% pour l'année 2016 ? Ça veut dire que a priori, la courbe de l'inversion du chômage, elle est là. Ou est-ce que vous critiquez cette hausse du mois de décembre 2016 ? Non, moi d'abord je me réjouis qu'il y ait 107 000 personnes de moins qui étaient au chômage en 2016, alors qu'il y a eu quasiment 600 000 chômeurs de plus depuis que François Hollande est rentré à l'Élysée. Donc un peu moins, c'est bien. Encore qu'il faut aller regarder à l'intérieur. Ce sont essentiellement les gens qui ont des emplois précaires, peu qualifiés, sont les jeunes, à travers un certain nombre de manipulations qui ont trait aux emplois d'avenir, etc. Et le chômage de ce qu'on appelle les seniors, lui, augmente. Ça veut dire que la situation en réalité du chômage ne s'améliore pas. Whirlpool ferme son usine d'Amiens délocalisée en Pologne. 290 salariés sur le carreau ce matin. Vous êtes responsable politique national. Les yeux dans les yeux, vous leur dites quoi à ces hommes et ces femmes qui perdent leur boulot ce matin ? Je leur dis d'abord qu'il faut absolument qu'on trouve la réindustrialisation, parce que à chaque fois qu'on parle de ces sujets-là, c'est trop tard. C'est-à-dire quand l'entreprise a décidé de partir, alors il faut faire du France d'abord. Non mais il faut faire du France d'abord pour réindustrialiser. Laissez-moi terminer une réponse, sinon engagez-vous en politique. Allez-y. Vos propositions. Bon, il se trouve pour le compte que à chaque fois qu'on en parle dans l'actualité, c'est trop tard. C'est-à-dire que la dégradation de la situation ou le choix, et là c'est le cas des actionnaires, est malheureusement déjà fait. Le sujet de fond, c'est pourquoi est-ce que notre coût du travail et la qualité du travail est supérieur pour ce qui est de la qualité et supérieur pour ce qui concerne le coût, et que du coup, en compétitivité, ils décident de se délocaliser en Pologne. À l'inverse, dans ma ville, le groupe Bosch, qui est un groupe allemand, a relocalisé en France des emplois qui étaient en Turquie. Parce qu'ils ont fait des efforts de compétitivité en négociant et en contractualisant avec les salariés, parce qu'ils ont fait des efforts d'innovation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fatalité. Sur Amiens, proprement dit, il faut évidemment qu'il y ait à la fois un plan de réindustrialisation, d'accompagnement et de reconversion sur les salariés, mais arrêtons de traiter ces problèmes-là actualité par actualité, traitons-le au fond, c'est d'ailleurs pour moi l'enjeu de l'élection présidentielle, comment on fait en sorte qu'en réalité un groupe, qu'il s'appelle Whirlpool ou autre, ne soit plus tenté ou obligé d'aller se délocaliser, alors même que d'autres entreprises, je viens de signaler l'entreprise Bosch à Drancy, relocalisent des chaînes de production, c'est des chaînes de production de chaudières, parce que la qualité du travail, parce que l'organisation du travail, parce que le coût du travail a été modifié, et à ce moment-là on devient compétitif, et c'est au contraire des salariés français qui produisent et qui vendent au monde entier. Autre sujet, François Fillon et Alain Juppé célèbrent leur retrouvailles à midi à Bordeaux, dans un grand restaurant. Alain Juppé dit, ça se passera amicalement. Sans plus, il l'a dit ce matin sur Sud Radio. Ses adjoints centristes continuent de faire la moue devant un programme jugé trop dur, celui de François Fillon. Est-ce que ses adjoints ont raison ?
Alors, je vais vous dire, d'abord, vous dites que ça se passera amicalement, pas plus. Ça ne va pas se passer amoureusement. Bon, donc c'est tout à fait normal. Je ne fais que rapporter. Oui, vous réécrivez un peu les choses, M. Bordet. Il me semble que me souvenir qu'Alain Juppé a apporté dès le lendemain son soutien à François Fillon. François Fillon va à Bordeaux, il est accueilli par Alain Juppé. On ne sent pas un enthousiasme débordant, pour être clair. Quoi de plus normal? Et puis les adjoints dont vous parlez en l'occurrence, ils me disent que la chose suivante. Aujourd'hui, il n'y a pas d'accord de législature avec François Fillon, entre l'UDI et François Fillon. Que les adjoints de l'UDI disent ça, c'est parfètement normal. Jean-Christophe Lagarde, est-ce que vous serez au meeting de François Fillon dimanche? Voilà, non, je n'ai pas ma place au meeting de François Fillon. Pourquoi? Si nous n'avons pas obtenu ou, entre guillemets, conclu un accord électoral d'ici dimanche, qu'aurais-je à faire là? Jeudi, Didier Guillaume, le président du groupe socialiste au Sénat et directeur de la campagne de Manuel Valls, qui était notre invité sur ce plateau, a critiqué la proposition de revenu universel formulée par Benoît Hamon, qu'il juge ni financée ni finançable. Benoît Hamon a qualifié son projet de rêve, etc. C'est bien de rêver, mais tout bonheur que la main n'étreint pas n'est qu'un songe. Moi, je veux bien rêver, mais je veux du concret. Et le projet de Benoît Hamon, malheureusement aujourd'hui, en l'état actuel, il n'est pas financé et il n'est pas finançable. Il finance son projet à crédit sur les générations futures. Il finance son projet par l'augmentation des impôts inéluctables et ce n'est pas possible. Donc il y a des différences. Alors il dit plutôt je finance en laissant filer la dette. Oui, bien sûr. Par exemple sur le revenu universel. Oui, mais la dette, ce sont les impôts que paieront demain nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Ce n'est pas sérieux. C'est pour ça que moi je suis assez sévère avec ce projet de revenu universel. Je crois vraiment que ce ne peut pas être un projet porté par un candidat de gauche à l'élection présidentielle. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que Valls, par exemple, c'est le candidat de la fiche de paye, on pourrait dire, pour le qualifier, et puis Hamon le candidat de la feuille d'impôt, c'est ça? C'est exactement ça, c'est ce qu'a dit Manuel Valls hier soir. Manuel Valls, lui, souhaite être le candidat de la fiche de paye, en créant le revenu décent, en augmentant la prime d'activité, en défiscalisant les heures supplémentaires, en augmentant les petites retraites, et notamment pour l'agriculture. Et Benoît Hamon, en faisant vous vous rendez compte? Ça ne parle pas à vos téléspectateurs et à vos auditeurs de Sud Radio, mais 500 milliards, 500 ou 400 milliards le coût du revenu universel, mais c'est plus que le budget de l'État. Didier Guillaume, on a un peu l'impression que cette campagne à gauche, vous avez été surtout en contre par rapport notamment à cette mesure emblématique, en tout cas aux yeux de Benoît Hamon. Si on dit au fond, qu'est-ce que vous retenez sur le fond du projet Manuel Valls? C'est je suis contre les propositions. Non, c'est un peu l'impression qu'on a. C'est vrai, vous avez entièrement raison. C'est que le débat s'est structuré depuis un mois autour du revenu universel. C'est un sujet très large dont beaucoup de gens parlent. Et je pense que c'est très important. La grande différence entre le revenu décent de Manuel Valls et le revenu universel proposé et le revenu universel proposé par Benoît Hamon, c'est la grande différence d'un côté entre la société du travail et de la feuille de paye et de l'autre côté avec une autre conception de la société. Enfin, aujourd'hui, moi je pense que c'est bien de faire rêver, mais on ne reviendra pas. Excusez-moi, je termine ma phrase. On ne reviendra pas, on ne démarrera pas à 32 heures de travail par semaine. Ça n'a aucun sens. Si Benoît Hamon gagne dimanche, c'est une possibilité quand même. Vous vous rangerez comme Manuel Valls derrière lui. Vous vous voyez faire des meetings aux côtés de Benoît Hamon, donc défendre finalement ce que vous critiquez aujourd'hui, c'est-à-dire le revenu universel. Est-ce que vous voyez critiquer par exemple sa mesure sur la légalisation du cannabis? Vous ferez campagne avec lui? Bien sûr, mais je pense qu'il faudra que le gagnant de dimanche, moi j'espère que ce sera Manuel Valls, et c'est encore possible, et je vais tout faire pour, devra rassembler les autres. Mais enfin, est-ce qu'en 2012, Martine Aubry était porte-parole de François Hollande? Non. Est-ce qu'en 2017, Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé sont porte-parole de François Fillon? Non. On voit bien que dans la finale d'une primaire, eh bien, le candidat qui l'emporte rassemble son camp, mais l'autre ne fait pas partie Mais vous lui demanderiez, par exemple, de corriger un peu sa feuille de route? Bien sûr. Par exemple, sur la mesure phare? Je lui demanderai ça parce que je pense que pour rassembler son camp, pour rassembler la gauche, il faut faire des efforts. Si jamais Benoît Hamon l'emporte dimanche, que devient le Parti socialiste? Est-ce que c'est l'éclatement du Parti socialiste qui est en vue? Est-ce que vous le craignez? Je vous dirais, si je voulais parler franchement, que je me fiche de franchement. Je vais vous dire, je me fiche de ce que devient le Parti socialiste. Je m'en fiche totalement. Ah ben c'est un aveu quelque part. Non, mais je vais vous répondre. Je suis membre du Parti socialiste depuis des décennies. Moi, ce qui m'importe, c'est pas ce que devient le Parti socialiste. C'est ce que devient la France.
C'est ce que deviennent les Françaises et les Français. Parce que l'enjeu de cette primaire, que Manuel Valls évoque tous les jours, et peut-être malheureusement Benoît un petit peu moins, c'est pas de gagner la primaire. C'est pas d'être premier secrétaire du Parti Socialiste. C'est pas de savoir ce que va faire le Parti Socialiste demain. C'est est-ce que nous pouvons, oui ou non, être au deuxième tour de l'élection présidentielle. Vendredi, Régis Juanico, le porte-parole de Benoît Hamon, réagit à la polémique autour du soupçon d'emploi fictif de Pénélope Fillon, une affaire qu'il juge choquante et une pratique qui jette la suspicion sur le travail des parlementaires, selon lui. Écoutez, ça sera à la justice de se prononcer, mais cette affaire, elle est extrêmement choquante. Les élus de la République, les élus de la nation doivent être au-dessus de tout soupçon. Et aujourd'hui, rien d'illégal, hein, il l'a bien dit hier soir jusqu'à présent. Rien d'illégal, mais aujourd'hui, malheureusement, la pratique qui a été révélée, qui dira s'il y a eu emploi fictif ou pas pour François Fillon, je reste non, pour Pénélope Fillon. Pour Pénélope François Fillon et Pénélope Fillon, cette pratique-là jette la suspicion sur le travail des parlementaires, sur la crédibilité du travail des parlementaires, mais aussi des collaborateurs parlementaires, alors qu'ils réalisent un excellent travail au quotidien. Et ça, c'est inacceptable. Donc, ce qu'on a proposé dès mercredi matin avec Benoît Hamon, c'est de clarifier les règles. Ça ne passe pas forcément par la loi, ça c'est du domaine du règlement intérieur des assemblées, mais qu'on interdise à tout parent, à tout conjoint d'un député, d'un sénateur, de pouvoir embaucher. Voilà. À votre avis, qui est derrière cette histoire ? Visiblement... pas les socialistes. Visiblement, ça viendrait du camp de François Fillon. Dites-moi, François Fillon dit que sa femme ne fréquentait pas les couloirs de l'Assemblée nationale alors qu'elle était finalement son assistante parlementaire. C'est ce qu'il a dit hier soir. Elle ne fréquentait pas les couloirs de l'Assemblée nationale. Vous en déduisez quoi ? Non, j'en déduis rien du tout, parce que quand vous êtes collaborateur parlementaire, vous pouvez être à la fois soit en circonscription, pour un sénateur dans le département d'élection, dans la Sarthe, pour un député dans la circonscription, donc dans la terre d'élection, ou à l'Assemblée nationale. Donc c'est une pratique qui peut être courante, que l'assistant parlementaire ne soit pas forcément à l'Assemblée nationale. Exactement. Simplement, ce qui est choquant, c'est le niveau de rémunération, qui est l'essentiel du montant du crédit collaborateur dont nous avons, expliquer, il y a une enveloppe que nous avons à disposition. Alors pour l'Assemblée nationale, environ 9 000 € par mois, que nous répartissons. Voilà. Moi j'ai entre plusieurs collaborateurs 3 collaborateurs ou parlementaires un seul. À Saint-Étienne. Ou un seul. Ou un seul, mais bon, en général, si vous voulez, les collaborateurs parlementaires sont payés en général 2 000 € par mois. Donc la rémunération de Pénélope Fillon est extrêmement choquante. C'est 6 000 € ou 7 000 € par mois sur la fin des années 2000. Cela paraît extrêmement élevé. Bon, je fais un lien un peu rapide, mais puisque l'on parle des compagnons, des compagnes des élus, la compagne de Benoît Hamon a un poste à responsabilité aujourd'hui chez LVMH, entreprise du grand capital français. Gabrielle Guallard a défendu la loi Macron sur la croissance et l'activité au sein de LVMH, l'ouverture des magasins le dimanche, loi avec laquelle Benoît Hamon est en désaccord profond jusqu'à preuve du contraire. Est-ce que vous pensez réellement que Benoît Hamon, au final, est en désaccord avec cette loi ? Est-ce que vous le croyez vraiment ? Est-ce qu'il ne peut pas être un peu influencé par son épouse, peut-être pour... La preuve que non, ouais. Puisqu'il a été contre la loi Macron, même s'il y a eu le 49.3, je vous le rappelle, il a été contre la loi travail, il aurait voté contre la loi travail, mais il y a eu le 49.3 là aussi, ça a été 2 points très, très difficiles dans la majorité parlementaire ces derniers mois, et vous avez là la preuve que l'emploi qu'occupe la compagne de Benoît Hamon à LVMH ne doit rien à Benoît Hamon. Régis Juanico, hier soir, Manuel Valls, qui est élu en meeting à Alfortville, a attaqué Benoît Hamon, son quinquennat à 500 milliards d'euros. Est-ce qu'il n'a pas raison de dire que Benoît Hamon serait le candidat de la feuille d'impôt ? Non, c'est une caricature. Voilà. D'ailleurs, on attend toujours le chiffrage du programme de Manuel Valls. Si tant est qu'il y a un programme, parce qu'on n'en a pas entendu parler pendant cette campagne. Au vu de la campagne tendue d'entre-deux tours entre Manuel Valls et Benoît Hamon, est-ce que selon vous, le rassemblement, la réconciliation est possible dimanche soir ? Dimanche soir, Benoît Hamon, il prendra la parole et il donnera, s'il est désigné,
s'il est désigné, des gages très forts de rassemblement de sa famille. Il fera comment? Il va reculer sur le revenu universel pour faire plaisir à Manuel Valls et à ses amis? Pas du tout, pas du tout. Mais que va-t-il faire? Régis Juanico, vous êtes conscient que chez les progressistes, chez les réformistes, la tentation Macron sera grande? Oui, mais elle était déjà là avant. Qu'est-ce qu'il va faire? Elle était déjà là avant. Elle était déjà là avec François Hollande. Pour empêcher que ces socialistes-là aillent vers Emmanuel Macron? Qu'il y ait une clarification. Certains pensent, ils ont des idées socio-libérales. Mais qu'ils aillent chez Emmanuel Macron, c'est cohérent. Voilà, c'était Territoire d'Info, une émission de Public Sénat, de Sud Radio et de TV5 Monde. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition.